Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Comme tous les dimanches sur Sud Radio, il est 9h32, on entreprend avec vous. Thomas, au programme. Bonjour Jean-Marie. Oui, bonjour. Écoutez, je suis tellement pressé. Voilà. Écoutez, on va commencer par parler de la marque Caddy. On va recevoir Anne-Catherine Péchineau, directrice générale d'EasyCash, leader français de l'achat et de la vente de produits d'occasion et reconditionnés. Et on va parler commerce, entrepreneuriat et sport. Et on finira avec l'intelligence émotionnelle. Ah, ça c'est important, ça. On va essayer d'en profiter. Tout de suite, on commence en partenariat avec le magazine Entreprendre. Vous nous racontez la saga de la semaine. Et la saga de la semaine, c'est la marque de chariot de supermarché Caddy. Oui, on connaît tous cette fameuse marque Caddy qui accompagne un grand nombre d'entre nous à travers nos courses de supermarché. Alors tout commence en 1928 en Alsace, lorsque Raymond Joseph invente le premier chariot métallique pour transporter les bouteilles de vin. En voyage à Chicago en 1950, il découvre le concept révolutionnaire du supermarché et du panier sur roulette. Alors comme on l'appelle à l'époque, évidemment, il faudra qu'il attende 1957 et l'arrivée des supermarchés en France pour lancer son fameux Caddy, nom déposé au début des années 60 et inspiré du golf. Caddy a connu son heure de gloire avec l'essor de la société de consommation. Très vite, les chariots Caddy deviennent un symbole des courses en grande surface et devient aussi un nom commun au même titre que Bic, Kleenex et Frigidaire. Ouais, ou Sopalin aussi, absolument. La société du papier linge. Alors c'est une belle success story Caddy, mais il y a eu des hauts et des bas. Oui, absolument. Dans les années 2000, avec la concurrence étrangère accrue venant principalement avec une production chinoise et des changements de gestion, l'entreprise connaît de véritables difficultés financières. Elle frôle la faillite en 2012, mais se redresse grâce à l'intervention d'investisseurs. Cependant, les ennuis continuent et Caddy est placé en redressement judiciaire pour la 4e fois en 2024. Avec ce nouveau redressement judiciaire, c'est quoi l'avenir de Caddy ? Alors malgré leur volonté de se réinventer pour survivre, avec notamment l'arrêt des chariots en plastique, comme je vous l'avais annoncé dans un ancien numéro d'Osez entreprendre en octobre dernier, le ciel est sombre pour l'entreprise alsacienne Caddy qui a donc été placée en redressement judiciaire sur décision de la chambre commerciale du tribunal de Saverne, suite notamment à un impayé d'environ 700 000 € à l'URSSAF. Les 110 collaborateurs de Caddy attendent avec inquiétude l'audience du 2 juillet prochain pour connaître la suite des événements. Affaire à suivre. Ouais, on croise les doigts en tout cas pour ses salariés et pour cette marque qui est mythique. Allez Thomas, tout de suite, on accueille votre témoin de la semaine. C'est notre invitée Anne-Catherine Péchineau. Bienvenue à vous sur Sud Radio et bonjour. Vous êtes directrice générale d'EasyCash. C'est le leader français de l'achat et de la vente de produits d'occasion et reconditionnés. Alors EasyCash, ça représente en tout, c'est considérable, 265 millions d'euros de chiffre d'affaires, 8 millions de transactions par an à travers ses 147 magasins et son e-shop. Bienvenue à vous donc. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Anne-Catherine Péchineau, bonjour. Nous allons parler de votre parcours dans un instant, mais peut-on dire qu'aujourd'hui, acheter des produits neufs, ça serait dépassé ? C'est plus vertueux d'acheter des produits d'occasion et désormais, je pense que les gens ont beaucoup plus confiance que ce n'était le cas auparavant. Lorsqu'EasyCash a été créé il y a maintenant 20 ans, c'était un peu has-been d'acheter des produits d'occasion. On parlait souvent d'ailleurs plutôt de brocante et désormais ce n'est plus le cas. Donc c'est une bonne nouvelle pour la planète de donner une seconde vie aux produits. Alors, ce qui veut dire que la seconde main est devenue plus un choix et pas seulement une nécessité économique alors ? Exactement, on s'aperçoit que le prix reste un driver important dans le choix de nos clients, mais ce n'est pas le seul. Et beaucoup de clients, notamment la nouvelle génération, la fameuse Gen Z, optent pour des achats reconditionnés par choix et par conviction. Alors, en 20 ans, vous êtes devenu le numéro 1 dans votre domaine. C'est un véritable succès en peu de temps, parce que même pour beaucoup de personnes, 20 ans, ça peut paraître beaucoup, mais en réalité, dans le monde de l'entreprise, c'est quand même très court. Quelle est la recette de cette réussite, si recette il y a ? Alors d'abord, ça a été de faire des choix assez rapidement, c'est-à-dire de décider de ne pas tout vendre dans nos magasins et dans l'e-shop et de se concentrer sur certaines familles de produits. On est désormais multispécialiste de la partie high-tech avec de la téléphonie, de l'informatique, du gaming, du luxe et du produit culturel. Et c'est des produits sur lesquels on a pris très vite la décision d'offrir de la garantie avec une garantie qui est désormais de 2 ans, du satisfait
au remboursé également, et puis du contrôle de tous les produits. Donc je pense que c'est le fait de faire des vrais choix et d'offrir une gamme de produits importante qui a fait notre succès, et puis également un investissement très important dans la data et dans nos logiciels de pricing, de façon à pouvoir offrir à nos clients vendeurs et à nos clients acheteurs le meilleur prix. Alors, vous dites que vous avez fait des choix. En l'occurrence, vous avez fait le choix de vous implanter à travers 147 magasins et vous comptez arriver à 200 magasins. Alors, on dit souvent quand même que le commerce physique est en difficulté, que beaucoup de magasins baissent le rideau. Vous croyez encore à l'avenir du commerce de proximité sous cette forme ? Oui, tout à fait. Nous, on est vraiment convaincus que l'omnicanalité fera la différence et que le fait d'avoir une granularité dans nos magasins est important. Certains achats ont besoin de réassurance. C'est le cas sur des produits de luxe, mais c'est également le cas sur des produits techniques sur lesquels nos clients ont besoin d'aller en magasin pour voir à quoi ressemble le produit qu'ils vont acheter et avoir des conseils. Donc, on pense pas du tout que le tout Internet et le complètement dématérialisé est la bonne solution, et nos magasins sont d'ailleurs souvent des lieux d'échange, des lieux d'expérimentation dans lesquels on a beaucoup de clients fidèles qui viennent assez régulièrement pour pouvoir échanger, ou pour les collectionneurs pour pouvoir chiner la bonne affaire. Anne-Catherine Péchineau, vous êtes aussi, on va s'intéresser à vous un instant pour une ultime question de votre interview de ce dimanche matin. Vous avez un parcours professionnel brillant, vous êtes une sportive accomplie, crossfit, escalade, ski de randonnée ou encore alpinisme, une sportive donc comme accomplie. En quoi ça vous aide dans le monde de l'entreprise, en quelques mots? Faire du sport, ça apprend. Moi, je fais beaucoup de sport d'endurance, donc ça apprend à se connaître soi-même, également à avoir confiance en soi, parce que quand on fait des choses, des accomplissements sportifs importants, ça donne confiance en soi. Et puis c'est également une école de la discipline et de l'organisation qui aide à prendre du recul, à savoir ne pas paniquer quand il se passe quelque chose dans l'entreprise, et également à savoir relativiser quand il y a des petits soucis qui arrivent. Et dans une vie d'entrepreneur, c'est fait de haut et de bas, et donc il faut savoir être persévérant. Donc je pense que c'est des qualités que j'ai apprises à travers mon parcours sportif. Merci à vous, merci à vous. Oui, bravo pour ce parcours de saut d'obstacle en quelque sorte, Anne-Catherine Péchineau. Je rappelle que vous êtes la directrice générale d'EasyCash. Il est 9h39 sur Sud Radio. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente Sud Radio, Osez entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Les bons conseils de Thomas Binet, on pourrait l'appeler comme ça aussi. Vous nous parliez le mois dernier de cet horrible anglicisme qu'on appelle les soft skills, le savoir doux en quelque sorte, les compétences douces, dit autrement. Alors nous entendons souvent parler de l'une d'entre elles. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez nous expliquer l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? D'abord, c'est essentiel pour un manager. Elle permet de comprendre et de gérer ses propres émotions ainsi que celles des autres. Ça améliore la communication, renforce les relations au sein de l'équipe et aide à résoudre les conflits de manière plus efficace. Exactement. On continue d'ailleurs. Alors dans un quotidien, comment un manager peut utiliser l'intelligence émotionnelle au sein de son organisation? On va être un peu pratique. Imaginez qu'un membre de votre équipe soit très stressé à l'approche d'une remise de dossier, par exemple. Un manager avec une bonne intelligence émotionnelle va reconnaître les signes de stress, engager un échange avec ce collaborateur et trouver probablement des solutions pour alléger sa charge de travail ou offrir un soutien supplémentaire face à sa difficulté du moment. Ça résout pas seulement le problème immédiat, mais montre aussi à l'équipe que le manager est attentif, impliqué aux côtés de ses collaborateurs et à l'écoute. Exactement, et empathique en quelque sorte. Les principaux défis que peuvent rencontrer les managers aujourd'hui par rapport à l'intelligence émotionnelle dans un contexte d'éloignement avec notamment le télétravail, c'est quoi ces défis? C'est le travail hybride, mixité entre présentiel et distanciel, qui présente plusieurs défis majeurs, notamment en termes de communication et de cohésion d'équipe. Il est crucial pour les managers de maintenir un lien fort avec les équipes, qu'ils soient au bureau ou en télétravail, utiliser des outils de communication efficaces, organiser des réunions régulières, mais cadrées afin qu'elles soient utiles et d'assurer que chaque membre de l'équipe se sente intégré et soutenu. Alors on voit bien que le management demande aujourd'hui plus que jamais des compétences diversifiées et une certaine adaptabilité. Oui, Jean-Marie, et les managers doivent constamment évoluer et s'adapter aux nouvelles réalités pour s'assurer du bien-être et de la performance de leurs équipes. Un défi de taille, mais qui n'a pas de prix pour maintenir une cohésion et de la performance. Et la performance, ça permet aussi d'investir.